Là, ماشي تما ماشي في Zoom. C'est Hmm. sur Facebook que ça va se passer. Ah, d'accord. D'abord, live sur Facebook, oui, je vois ça. هذاك الشيء c'est ça le Ah, mais j'ai plus toujours pas important. la main de partage. Donc أنا دابا غادي نرجع عندك باش نعطيك la main. Ok. تسمعني واضح بعدا الصوت داكشي Là, الصوت مزيان, الصورة مزيانة. Donc maintenant, je pense, ça fait جات هنايا. Donc maintenant, on peut, je te donne la main باش تنسى. D'accord. Donc, nommer animateur. Donc oui. Donc tu as la main maintenant. Très bien. Donc la diffusion là, en direct sur Facebook. Là, je vois. ودابا انا ما تنشوفش فيسبوك دونك Donc je vois le tableau. tu commences quand tu veux. Ça fait donc 2 minutes le temps باش الناس يتكونيكتاو. Ça marche, ça marche. Donc je pense tu peux faire avec présentation sur وراك عليها باش يولي tableau كبير لا. Oui, bien sûr. Ça fait c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc on peut commencer واخا سي كمال. Ça marche. Kamal, tu es avec moi. Donc, Kamal Tijani, مرحبا بك. Juste الله pour يبارك فيك. nous sommes au 9e webinaire ديالنا sur l'activité ديال INSEM Alumni depuis le mois de Ramadan. Jusqu'à maintenant, on a fait pas mal de webinaires autour des thèmes de soft skills. Donc, on a essayé de montrer et démontrer comment on peut lubrifier quelque chose, en quelque sorte, la relation entre personnes. Et maintenant, on va sortir un petit peu de la règle et on va voir comment les pièces mécaniques sont aussi lubrifiées et c'est quoi l'importance de la lubrification dans tout ce qui est système mécanique, aussi bien pour la maintenance que pour le maintien en bon fonctionnement des équipements. Donc, nous recevons avec nous Kamal Tijani, qui est le team leader Nord-Afrique chez la société Vivo Énergie ex-Shell, qui va nous introduire dans le domaine des lubrifiants, un domaine qui est quand même assez important pour nos ingénieurs et nos futurs ingénieurs mécaniciens, aussi bien pour la question de la maintenance que sur les questions de le bon fonctionnement, comme la bonne performance des équipements mécaniques. سي كمال تيجاني دونك مرحبا بك في هذا الويبينار ومرحبا بك ما بين الطلبه ولي لوريا ديال الانسام اي لا بارول اي تافو. شكرا سي المختار، شكرا على هذه الاستضافه et pour cette invitation. Donc مرحبا بيا عندكم. C'est un plaisir aussi de partager avec vous un petit peu de connaissances de ma part مع votre communauté d'étudiants et j'imagine aussi d'ingénieurs déjà lauréats. Donc, كما قلتي سي المختار, c'est une introduction على le monde de la lubrification qui va intéresser surtout les étudiants qui vont découvrir le monde du travail, bien sûr, bien particulièrement les mécaniciens. Donc, la lubrification telle qu'on l'a connue les cours ou Et la Kamal, l'école. juste pour rectifier le tir, Oui. les lubrifiants, ça concerne aussi bien les mécaniciens que les électriciens. Oui, mais généralement, c'est beaucoup plus que les mécaniciens, mais certains aspects aussi, ça concerne les mécaniciens. Par exemple, l'huile transformateur des électriques, les moteurs électriques thermaux, il y a beaucoup de facettes où ils ont besoin de lubrification. Mais majoritairement, la lubrification, c'est quelque chose de très, très important pour les mécaniciens. Le travail du mécanicien, le lubrifiant, c'est le quotidien. C'est quelque chose qu'il peut rencontrer et travailler avec chaque jour. Mais bien sûr, même les mécaniciens, même les automaticiens, ils peuvent avoir des aspects de la lubrification. C'est bon? Donc, pour terminer, c'est une lubrification qui est différente à ce qu'on avait vu dans les cours, dans l'école. C'est une, disons, la lubrification applicative, ou là qu'on va connaître réellement le travail d'IENA, c'est-à-dire une fois on est dans une entreprise. Et j'espère que tout le monde pourra profiter. Et j'espère aussi que ça sera interactif. Donc, s'il y a des questions,
ils sont les bienvenus. Je vais essayer de faire court, نحاولوا نساليو في 1 heure et j'espère pouvoir répondre à la curiosité de tout un chacun. Donc, Fahd, le petit exposé, la première des choses, on va rappeler les bases de la lubrification, ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à la science de la lubrification. Et bien sûr, après, on va essayer de voir autre chose. On va, en plus des fondamentaux, on va essayer d'avoir un aperçu rapide à les normes ou là, les homologations en vigueur pour la lubrification et avoir une idée sur les familles et les gammes des produits lubrifiants. Donc, 3 trucs que j'espère qu'on va tous comprendre et maîtriser. Donc, c'est 3 concepts ou là 3 thèmes. Le premier, c'est lubrifier. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire lubrifier. Le deuxième, c'est la viscosité. La viscosité, c'est la caractéristique la plus importante d'un lubrifiant. Donc, si on arrive à la maîtriser et savoir réellement ce que ça veut dire la viscosité, ça va être aussi, c'est aussi un but à atteindre de la présentation. Et le troisième but ou le troisième aspect qu'on doit pouvoir éclaircir, on a les normes ou là, les grades de viscosité en vigueur. Donc, si on arrive à d'une heure de, de comprendre les 3 termes ou là, les 3 aspects, on peut dire qu'on a bien avancé, qu'on a bien maîtrisé notre sujet. Premièrement, la lubrification, c'est quoi? C'est une science qui, qui une branche la science de la tribologie. Donc, la tribologie, c'est la science des surfaces en mouvement. C'est pas le point ou le solide mécanique au mouvement, mais c'est plutôt les surfaces. Quand une surface bouge par rapport à une autre. C'est ça la tribologie. Et bien sûr, on rencontre plusieurs phénomènes lors de l'étude de ce mouvement, à savoir la friction, l'usure, et quand on met un autre corps étranger qui est un fluide entre ces deux surfaces, on parle dans ce cas bien particulier de la lubrification. Donc nous, on va s'intéresser de la lubrification. C'est juste pour voir d'où vient la lubrification. Je ne sais pas si cette image vous dit quelque chose. Je pense que tout un étudiant en mécanique, il comprend très bien ce qu'il voit. C'est l'état de surface d'une pièce mécanique. Donc, on a l'impression qu'une surface mécanique telle que la voit avec nos propres yeux, elle est plane, elle est lisse. Mais en réalité, à une échelle juste du micro à 10 à la puissance moins 6, on voit très bien que cette surface-là n'est pas du tout lisse. Il y a beaucoup de stries. Ce qu'on voit ici, c'est des stries, c'est des aspérités, d'où ce qu'on parle de la science de la rugosité, l'état de surface et tout cela. Donc, une surface mécanique telle que là, on voit de la photo. Donc, à droite, c'est la pièce mécanique à l'œil nu, mais à gauche, c'est la même pièce mais qui est beaucoup agrandie. Donc on voit très bien que la pièce, que la surface, elle est loin d'être lisse. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi on parle de cet état de surface? Parce que on veut comprendre ce que veut dire lubrifier. Bon, lubrifier, en fait, c'est faire en sorte de limiter ou même essayer de réduire à zéro le contact entre les sommets ou là, les aspérités les deux surfaces rugueuses. Donc on va mettre une surface au-dessous d'une autre. On va mettre un fluide, un lubrifiant. Et dans les conditions de mouvement et de pression et de charge, il faut que ce lubrifiant nous rende la fonction ou la remplit son rôle de lubrifier et en fait de séparer ces aspérités au maximum pour qu'ils ne se touchent pas. Donc c'est ça en fait lubrifier. Ici, c'est une image 3D qui simplifie un petit peu ou là, qui agrandit un petit peu ce qui se passe lors de la lubrification de pièces mécaniques. Donc, il y a toujours un risque que les aspérités se touchent. Et souvent, ces pièces, ils bougent ou là, ils tournent ou là, il y a une vitesse de rotation, par exemple, qui peut atteindre les 3000 tours par minute, à savoir 60 tours par seconde. Donc, c'est des vitesses énormes. En cas, en cas de contact entre les aspérités, on rencontre un phénomène d'augmentation de chaleur, une augmentation de chaleur très, très importante qui peut faire en sorte qu'il y a une fusion d'une partie de la surface et ce que les mécaniciens dans notre langue appellent coulage. On dit voilà,
moteur par exemple تكولا. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une mauvaise lubrification, un manque de lubrification qui a fait en sorte que le les 2 surfaces se sont collées à cause de la fusion d'une partie métallique de ces 2 surfaces. Donc lubrifier, eh bien le rôle principal de la lubrification est bien de lubrifier, ça veut dire séparer 2 surfaces en mouvement afin de réduire au maximum la friction. Donc c'est le premier concept qu'on doit comprendre quand on parle de lubrifier. Bah, lubrifier, c'est quoi? C'est mettre un fluide qui va jouer le rôle de séparer 2 surfaces pour qu'on réduit au maximum la friction, pour que les aspérités des 2 surfaces rugueuses ne se touchent jamais ou se touchent, rarement. Donc, j'espère que tout le monde comprend cela. Pourquoi? Comment ça se fait? En fait, pourquoi le fluide, il permet cela? Parce que les fluides qui sont des huiles issues des hydrocarbures, c'est des composés moléculaires qui sont qui ont une structure moléculaire qui est bien spéciale parce que c'est souvent des molécules qui contiennent énormément d'atomes, c'est de grosses molécules et cet aspect moléculaire leur donne un aspect comme on le voit dans l'image en face, c'est une sorte de bille, grosse bille, qui glisse l'une par rapport à l'autre. D'où on a cet aspect de fluidité dans les lubrifiants. Donc on a parlé de lubrifier et lubrifier, comme on l'a vu, c'est le premier rôle de la lubrification, dans la lubrification que le lubrifiant remplit. Il y a d'autres rôles, bien sûr. Le deuxième rôle qui est refroidir, ben, plusieurs, plusieurs pièces, par exemple, si on parle du moteur d'une voiture ou d'un moteur thermique quiconque, il y a plusieurs pièces qui fonctionnent dans des conditions très stressantes en termes de température, de chaleur. Par exemple, la tête de piston, il peut atteindre facilement 400 degrés C. C'est une température très très grande qui peut induire une déformation mécanique de cette tête de piston qui peut s'étendre, d'où l'obligation de la refroidir à chaque fois. Donc il doit être le piston doit être refroidi en permanence et le moyen qu'on utilise, c'est l'huile. Donc l'huile, dans l'huile moteur, il refroidit euh, d'en bas la tête de piston. Donc refroidir, c'est un rôle aussi important d'un lubrifiant. Bien sûr, il y a aussi la protection contre la corrosion. La corrosion, elle est issue de l'oxygène et une fois nos pièces ils sont en contact permanent avec l'huile, c'est comme un obstacle qu'il exerce pour ne pas que l'oxygène arrive à oxyder ou bien causer la rouille dans nos pièces mécaniques. Aussi, la circulation de l'huile dans n'importe quel système mécanique donne un rôle de nettoyage. C'est comme si on est en train de laver profondément ces systèmes parce que l'huile, il va emporter tous les débris, toute la poussière, toutes les saletés. Ils vont être filtrés dans le filtre d'huile et on va recommencer cette opération de lubrification et de nettoyage en même temps. Bien sûr, un autre rôle très important qui est la transmission de puissance. La transmission de puissance, c'est quelque chose par exemple, pour donner un exemple, les machines de travaux publics, une chargeuse ou bien une pelle hydraulique. Ben, la chargeuse, elle a un godet qui va transporter des fois 4, 5 tonnes de gravier ou de sable, qu'est-ce qui permet au godet de lever ou bien de lifter cette charge, c'est le fluide hydraulique qu'il va pousser les vérins pour qu'on puisse lifter ou bien transporter cette charge de 4 ou 5 tonnes. Donc, l'huile hydraulique, c'est comme le sang qui coule dans les veines de la chargeuse. Sans l'huile hydraulique, la chargeuse ne peut pas bouger, il ne peut rien faire. Donc, si on veut dire ça, c'est les rôles des lubrifiants depuis l'apparition des lubrifiants. Donc, depuis, même, on va parler de
70 ans, voire 90 ans. On parle des lubrifiants modernes. Actuellement, et c'est surtout depuis les années 2000, donc ces 20 dernières années, on demande de plus en plus de rôles, de fonctions aux lubrifiants à satisfaire ou à remplir dans nos systèmes mécaniques. Et c'est ça ce qu'on appelle les tendances ou la nouveauté au lubrifiant. Bon, on a parlé de lubrifier et protéger, bien sûr, contre l'usure et la corrosion. Ça, c'est un rôle classique. Cela dit, il trouve encore plus d'importance dans les systèmes mécaniques récents parce que on demande au lubrifiant de, bien sûr, lubrifier et protéger, mais dans des conditions encore plus sévères en termes de charge, en termes de température. Par exemple, il y a 15 ou 16 ans, les moteurs des camions, c'était de gros moteurs qu'on remplit avec 50 litres de lubrifiant. Et ces moteurs, ils atteignent des vitesses maximales de 60 à 80 km à l'heure, alors qu'actuellement, on a des moteurs beaucoup plus petits et qui permettent un couple et des puissances beaucoup plus grandes et ils permettent des vitesses encore beaucoup plus grandes. Donc le lubrifiant, il est en train de travailler dans des conditions euh, beaucoup plus difficiles qu'il y a juste 10 ou 12 ans. Donc la fonction lubrifiant, il devient encore beaucoup plus sensible et beaucoup plus stressante. La deuxième chose, l'autre rôle, la nouveauté ou bien c'est l'étanchéité. Donc le lubrifiant, il joue maintenant un rôle d'étanchéité beaucoup plus important qu'en avant parce que il faut que l'huile empêche, par exemple, les gaz d'échappement ou les gaz de combustion de pénétrer dans les autres organes des moteurs. Parce que les autres organes du moteur, le moteur il est devenu petit, il doit délivrer des grandes puissances et beaucoup d'organes sont sensibles. Il y a beaucoup d'électronique embarquée dans les moteurs et la présence de gaz d'échappement, même minime, qui est en train de circuler ou de pénétrer dans le moteur, il peut causer des défaillances dans ces petites ou ces composantes sensibles des nouveaux moteurs. Le nettoyage maintenant, il doit être très, très, très performant parce que le moteur, comme on a dit, il développe des puissances très grandes. Donc, l- les gaz issus de la combustion, ils sont encore beaucoup plus pollués. Le taux de CO2 il est beaucoup plus important, ce qui fait le moteur il est victime ou il est toujours attaqué par beaucoup d'éléments nocifs qu'il faut en permanence nettoyer. Et bien sûr, refroidir, qui dit plus de couple, plus de puissance, il dit beaucoup plus de chaleur, plus de température. Euh, il y a 10 ans, on s'intéressait à la viscosité des huiles à 100 degrés C. Maintenant, pour chaque huile, pour les nouveaux moteurs, on s'intéresse également de sa viscosité à 150. Donc, à 150 degrés C, on veut savoir quelle est la viscosité, quelle est la performance de l'huile. Juste pour montrer que les exigences, ils ont doublé en quelque sorte. Et les nouveaux rôles aussi, c'est fluide économie. Maintenant, quelque chose qui est devenu très important, c'est il faut, il faut absolument optimiser la consommation de nos moteurs. Il faut optimiser la consommation de nos systèmes mécaniques en général. Et l'économie d'énergie, il permet surtout une économie budgétaire, bien sûr, mais aussi une économie des émissions de CO2. Donc, les conditions, bien les normes environnementales sont devenues très, très importantes et très sévères par rapport au rendement ou bien des performances mécaniques. Et la première, c'est le fuel economy. Donc, les huiles aident aussi les systèmes mécaniques à être performants en termes de consommation d'énergie. Comment? Eh bien, en réduisant sensiblement la viscosité. Donc, il y a 10 ans, 15 ans, on parlait généralement des grades de viscosité de 15 W40. Actuellement, on a des grades de 5W30, 0W30, voire 0W20. On parle même
certains grades de 0W15. 0W15, quand on la compare à 15W40, c'est une très, très, très grande différence. Et pourquoi tout ça? Pour que le moteur ou bien le système mécanique ait en face de lui moins de charge, moins de résistance, ce qui va lui permettre de consommer moins d'énergie. On ne parle pas de grosse consommation, mais on parle de 2-3% d'économie d'énergie, mais ça reste très considérable. Exhaust gas after treatment, c'est un autre challenge pour les lubrifiants. Tous les, tous les moteurs thermiques actuellement pour tout ce qui est automotive, pratiquement depuis 2016 ou bien depuis 2018, ils sont équipés de systèmes de dépollution. Ce sont des systèmes qui vont venir nettoyer ou bien filtrer les gaz d'échappement pour ne pas éjecter des substances nocives à l'environnement et à la santé des personnes. Et ces systèmes-là, ils sont influencés par le type de lubrifiant. Et il faudrait absolument que ces lubrifiants soient compatibles avec ces systèmes. Donc, c'est un nouveau challenge que les lubrifiants doivent respecter. Et aussi, dans des raisons de, bien sûr, d'économie et de protection de l'environnement, on demande de plus en plus aux lubrifiants de rester le plus possible dans les moteurs, c'est-à-dire si on lubrifiait, si un lubrifiant restait 400 heures, maintenant on aimerait bien qu'il reste 1000 heures, bien 1500 heures. Le maximum, c'est toujours le bienvenu afin de réduire la consommation parce que le lubrifiant, ça reste une substance not environmentally friendly. C'est pas un ami à l'environnement. Il faut noter que 1 litre de lubrifiant, il peut polluer facilement 1 million de litres d'eau. C'est-à-dire, si on verse 1 litre de lubrifiant dans un fleuve, par exemple, ce litre-là va automatiquement polluer 1 million de litres. C'est une substance qui est très polluante et qu'on essaye de réduire au maximum les consommations. Donc voilà, donc ces 3 axes, c'est les 3 nouveaux rôles qu'un lubrifiant doit absolument satisfaire dans les nouveaux systèmes mécaniques. Et quand je dis nouveau, je parle de systèmes depuis 2008. Depuis 2008, sincèrement, si on parle que des moteurs thermiques, ben, chaque 2 ans, il y a une nouveauté, il y a un nouveau challenge. Maintenant, toujours pour parler des fondamentaux de la lubrification, on va essayer de grossièrement voir comment un lubrifiant est fabriqué. Bah, je vais dire que à peu près 70% des lubrifiants sont fabriqués à partir d'une matière première qui est le brut, le pétrole. Et aussi, il y a des lubrifiants qui sont fabriqués de matière première végétale, mais c'est un très 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 faible pourcentage. On parle de 0,0 quelque chose. Et depuis 2011, les lubrifiants aussi sont fabriqués à partir du gaz naturel. Donc, le gaz naturel est devenu une matière première à partir de laquelle on fabrique l'huile de base. Donc, il y a extraction de brut dans des plateformes offshore ou onshore. Après, ce brut-là, il est raffiné dans des usines de raffinage. Juste un rappel de la fonction de l'opération de raffinage. Donc, le raffinage consiste simplement à faire, si on veut le simplifier en quelque sorte, c'est à chauffer le brut et essayer de le distiller dans une colonne de distillation. Et en bas ici, on trouve le bitume comme fraction de ce brut, la fraction la plus lourde de ce brut. Et les fractions les plus légères sont au haut, c'est le gaz, butane, c'est le propane liquide. Et une fraction qui est là, juste là, celle qui est en secret, c'est ce qu'on appelle lubricating oil ou bien huile de base de la lubrification. Donc cette fraction qui est l'huile de base, c'est elle qu'on va sélectionner à partir du processus de raffinage et selon des formulations qui sont créées par les pétroliers qui créent les formulations des lubrifiants selon des standards, selon des normes, selon le besoin et selon les exigences des fabricants des équipements. Donc, ces formulations sont formulées dans des usines de mélange. Après, il y a la- l'étape d'emballage et après distribution vers le client final. Donc, en gros, c'est comme ça qu'il est fabriqué un lubrifiant. Et ce lubrifiant-là,
en quoi elle est composée? Donc, comme on vient de le voir, elle est composée essentiellement des huiles de base issues du processus de raffinage et aussi issues de composants qu'on appelle additifs. Les additifs sont des composés chimiques qu'on vient ajouter à l'huile de base et dans l'usine de mélange, on fabrique à la fin un lubrifiant. Pour les graisses, qui sont des produits spéciaux, des lubrifiants spéciaux, l'huile de base et des additifs, il y a ce qu'on appelle un thickener ou bien un savon. Pour le, pour l'expliquer, c'est comme une éponge qui va contenir l'huile de base et les additifs. Donc, c'est une éponge de nature alcaline ou bien de nature minérale qui va contenir, comme un réservoir, l'huile de base et les additifs. Donc, c'est la seule différence entre l'huile et la graisse. Donc, les additifs, il y a beaucoup de types d'additifs. Il y a énormément de types d'additifs, mais on peut les classer en 3 familles. Il y a des additifs premièrement qu'on ajoute pour améliorer les propriétés de base de l'huile. Il y a d'autres, additifs qu'on ajoute pour protéger cette huile de base, par exemple, pour la protéger contre l'oxydation, contre la contamination de certaines substances. Et il y a surtout des additifs qu'on ajoute, cette fois-ci pour protéger l'équipement qui va être lubrifié, comme les additifs, par exemple, anti-usure. C'est des additifs qui vont permettre à l'huile de mieux protéger l'équipement contre le. Donc, en gros, c'est ça la composition d'un lubrifiant. Donc, juste pour rappeler, il y a l'huile de base qui constitue le volume majoritaire du lubrifiant. Il y a les additifs qui sont mélangés selon une formulation édité et établi par le pétrolier selon le besoin ou l'application de cette, de cette, de cette, de ce lubrifiant. Donc, l'huile de base, c'est une huile, une fois raffinée, une fois prêt à l'utilisation, comporte déjà plusieurs qualités ou plusieurs propriétés. Ces propriétés-là qui vont, à la fin, impacter la performance ou bien les propriétés finales du lubrifiant, à savoir la stabilité à l'oxydation, la viscosité, qu'on va essayer d'expliquer par la suite, la volatilité, la solvency. Donc tout ça, c'est des caractéristiques de base de cette huile qui vont par la suite nous permettre de formuler ou d'avoir le lubrifiant final. Euh, Ici, c'est un schéma qui nous donne une idée sur euh, la teneur en lubrifiant par rapport à le type de l'huile. On parle des des huiles moteurs multigrades, on peut aller jusqu'à 23% d'additifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 77% des huiles automotives, c'est de l'huile de base et 23%, c'est des additifs. Et c'est une huile qui est très, très additivée. Par contre, si on voit les huiles en grenage, ben, généralement, ils sont additivés à 2%. Ça veut dire que 98% du lubrifiant pour l'engrenage, c'est de l'huile de base. Cela juste pour dire que l'huile de base, c'est l'élément le plus important de l'huile. C'est lui qui va, vers la fin, nous renseigner ou là, qui va être déterminant par rapport à la qualité ou bien à la performance de l'huile finalement formulée. Ces additifs, ici un exemple d'additifs qu'on trouve généralement dans les huiles turbines. Il y a les antioxydants, il y a les inhibiteurs de rouille, il y a les inhibiteurs de corrosion. Donc, c'est des additifs comme les antioxydants pour protéger l'huile et les inhibiteurs de corrosion de la rouille pour protéger l'équipement qui est lubrifié. Il y a d'autres additifs anti-moussage, d'émulsibilité, mais tous ces additifs ne dépassent pas 1% du volume du lubrifiant final. Par contre, pour les huiles moteurs, donc il y a un package d'additifs qui est très diversifié, très complet. On trouve des dispersants, on trouve des anti-usures. Pourquoi? Parce que l'huile moteur, il travaille vraiment dans un environnement qui est très difficile. Il y a une chaleur qui est excessive, il y a une explosion,
il y a des gaz d'échappement, beaucoup de saleté à nettoyer et c'est un environnement beaucoup plus harsh qu'on peut qui nécessite la présence de plusieurs types d'additifs. Là, on parle de les les caractéristiques nécessaires ou les caractéristiques d'une huile, à savoir la viscosité, l'index de viscosité, le point de goutte, le point éclair, le TBN, le TAN. La plus importante est la viscosité. Et la viscosité, c'est la fluidité d'un lubrifiant ou la variation de la valeur ou bien de l'épaisseur du lubrifiant selon des conditions bien déterminées. Donc, pour expliquer cette caractéristique, on voit à droite disons deux lubrifiants, un qui est beaucoup plus visqueux par rapport à l'autre. Donc, celui qui est beaucoup plus visqueux, c'est celui de gauche. Pourquoi? Parce que la viscosité, comme il est défini ici, d'un lubrifiant exprime sa résistance à l'écoulement. Donc, quand l'huile s'écoule rapidement, facilement, donc on dit que c'est une huile qui est peu visqueuse. Mais quand il résiste à l'écoulement, il résiste beaucoup à l'écoulement, on dit que c'est une huile qui est très, très visqueuse. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, la viscosité, déjà, il faut savoir qu'il est exprimé en centistox. Centistox, c'est quoi? C'est millimètres carrés par seconde. Si on veut approcher la compréhension de cela, c'est une vitesse, si on peut dire, surfacique. C'est la vitesse d'une surface, la vitesse de déplacement d'une surface. Et quand on dit la résistance à l'écoulement, si cette vitesse elle est faible, ça veut dire que la résistance elle est énorme, d'où une valeur de viscosité qui est grande. Si cette vitesse elle est grande, ça veut dire que l'écoulement il se passe rapidement, facilement, donc la viscosité de ce fluide-là elle est faible, il ne résiste pas à l'écoulement. Donc, c'est juste pour approcher la compréhension de cette propriété. Donc, je rappelle, c'est une vitesse d'écoulement surfacique et c'est elle qui va par la suite déterminer l'épaisseur de ce film. Le film d'huile qui en fait assure la fonction qu'on avait dit qui est la plus importante, à savoir lubrifier. Donc, c'est pour cela que cette caractéristique elle est très importante parce que en maîtrisant bien cette caractéristique, on maîtrise l'épaisseur du film et par la suite, on maîtrise la lubrification. Donc, à chaque fois qu'on maîtrise bien la viscosité, on est sûr de bien lubrifier notre système mécanique, quel qu'il soit. Et l'objectif, c'était ça, c'est le deuxième objectif. On a compris ce que ça veut dire lubrifier. Maintenant, on vient de comprendre ce que veut dire la viscosité. Et il faut maintenant comprendre comment on peut calculer, exprimer et être sûr qu'on a la bonne viscosité pour assurer cette fonction très importante qui est lubrifier. Bon, ça, c'est juste pour vous montrer comment on calcule la viscosité dans un laboratoire. Ici, c'est un viscosimètre capillaire. C'est simple. Il y a la viscosité dans un tube comme celui-là et on va mesurer la vitesse de déplacement de la viscosité dans le tube du point A au point B. Et le tube, il est dans un bain d'huile à 40 degrés ou bien à 100 degrés. Ça dépend à quelle température on veut calculer la viscosité. La viscosité, c'est une caractéristique ou c'est une valeur qui varie avec la température. Donc, quand on dit par exemple, ce fluide, il a une viscosité de temps, il faut absolument dire à quelle température. Sinon, notre expression de cette valeur, elle est erronée. Donc, la viscosité, il varie avec la température. Et quand on dit par exemple ce fluide, il a une viscosité de 12 centistox à 100 degrés C. Le même fluide, le même lubrifiant à 40 degrés C, il peut avoir une viscosité de 60 par exemple. Ici, on parle une autre caractéristique de l'huile et c'est l'indice de viscosité. L'indice de viscosité, il permet de c'est une caractéristique qui est exprimée sans unité parce que c'est une
il exprime uniquement la variabilité de la viscosité par rapport à la température. On voit ici deux courbes. La courbe en rouge, il, la courbe en rouge, il nous dit que le VI, le viscosité index, est égal à 150. Par contre, le VI en vert, il est égal à 100. Et on voit très bien, tant que le VI il est grand, ça veut dire que notre lubrifiant, il varie très peu par rapport à la température. Il a presque une valeur de viscosité qui est fixe. Donc, tant que la variation par rapport à la température il est faible, notre VI il est grand. Et ce qu'on demande à un lubrifiant, c'est un VI qui est grand parce qu'on ne veut pas que notre viscosité change beaucoup par rapport à la température. On aimerait bien que notre viscosité soit stable, quelle que soit la température de fonctionnement de ce système mécanique. Dit index, il dépend surtout, bon, essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement de la nature de l'huile de base. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de types d'huile de base. Il y a des huiles de base de groupe 1, groupe 2, groupe 3, 4 et 5. Et à partir du groupe 3, on parle de huile de base synthétique. Le point d'écoulement, c'est la température la plus basse pour laquelle le lubrifiant s'écoule encore. Donc, c'est ce qu'on fait réellement, c'est on réduit, on est en train de refroidir le lubrifiant, ce qui veut dire on réduit la température, on réduit la température. Le moment où le lubrifiant ne s'écoule plus, il commence à devenir en quelque sorte solide, il commence à changer de phase chimique. On dit que c'est cette température-là, c'est son point d'écoulement. Souvent, c'est des températures qui sont assez faibles. Ça peut être -25, -30, ça peut aller jusqu'à -45 des fois. Donc, ça veut dire qu'il y a des lubrifiants à -40, ils s'écoulent encore. Le point éclair, c'est la température minimale à laquelle un liquide doit être porté pour que les vapeurs émises s'allument spontanément, en présence d'une flamme. Pour expliquer cette caractéristique, c'est simple, c'est un test qui se fait. On réchauffe le lubrifiant, ça veut dire on augmente sa température en présence d'une flamme. Il y a une flamme, une petite flamme qui est en dessous. Le moment où on réchauffe le lubrifiant, c'est comme si on est en train d'inverser le raffinage de ce lubrifiant. Il y a des gaz qui vont se libérer de ce lubrifiant. Et quand on a suffisamment de gaz pour avoir une étincelle, une flamme, eh ben, c'est ce moment-là qu'on dit, c'est là où il y a le point éclair. C'est cette température-là d'échauffement où il y a le point éclair. Ça nous permet de juger un petit peu la qualité des huiles de base qui forment ce lubrifiant. Cette courbe, je l'ai mis ici juste pour attirer votre attention sur un point qui est très important par rapport quand on est en train de lubrifier un moteur quiconque. Il faut savoir que l'huile, il y a beaucoup de facteurs qui vont venir pour la détériorer. L'huile, elle ne peut pas lubrifier un système à l'infini. À un certain moment, on doit penser à la changer parce que l'huile, il est suffisamment contaminée, surtout oxydée. Oxydée, ça veut dire il y a des atomes d'oxygène qui viennent pénétrer la structure moléculaire du lubrifiant. Et ces atomes-là, ils font en sorte qu'on n'a plus la structure moléculaire d'avant. On a quelque chose d'autre, on n'a plus le lubrifiant qu'on avait d'avant, ce qui fait qu'on est plus sûr qu'il va avoir la même viscosité aux mêmes caractéristiques qui vont nous assurer la bonne lubrification. Donc, il faut le changer, il faut faire la vidange et il faut utiliser une huile fraîche, neuve et recommencer le cycle de lubrification. Cela dit, des fois, on fixe le cycle de vidange à 500 heures ou bien à 10 000 km ou bien à 20 000 km sans faire attention aux conditions de fonctionnement de cette huile. Des fois, le moteur, il est vieux ou il y a un problème qui fait en sorte que le moteur, il s'échauffe anormalement. Donc, le moteur, il y a un problème, il est toujours chaud, il a toujours une température qui est élevée. Alors l'huile, quand il fonctionne dans un environnement plus chaud que la normale, il va s'oxyder beaucoup plus rapidement que prévu. Par exemple, l'huile, la courbe qui montre la variation d'une huile rouge,
Et le moteur, il est toujours à 120 degrés C. Alors que le moteur où on a mis l'huile bleue, il est toujours à 100 degrés C. On vient que l'huile, il est oxydé. L'huile bleue, il est oxydé bien en retard par rapport à l'huile rouge. Donc là, quand on a un moteur qui s'échauffe anormalement, il faut penser à procéder à la vidange beaucoup plus tôt qu'on avait prévu. Maintenant, on va parler de certaines technologies. Bon, c'est une technologie qui concerne l'huile de base, ou bien l'élément le plus important dans une huile. Bah, c'est une technologie qui est réalisée ou qui est découverte par la société Shell. Ça a commencé en 1973, le développement d'une réaction qu'on avait appelée Fischer-Tropsch. Ce sont deux scientifiques qui ont découvert cette réaction chimique. C'est une réaction qui permet de convertir le gaz en liquide. On sait très bien qu'on peut convertir le gaz en liquide si on exerce une pression, si on comprime ce gaz à une certaine valeur de pression, mais Fischer et Tropsch, ils ont pu de convertir le gaz à la pression atmosphérique, c'est-à-dire à la pression normale, le gaz, il devient liquide. C'était quelque chose de très intéressant. Et pour aller de la phase théorique à une phase, disons, euh, de production à l'échelle d'une usine, ben, il y avait plusieurs étapes à parcourir. En 1983, les essais laboratoires ils étaient très concluants. C'est pour cela qu'on a décidé en 1993 de construire une usine en Malaisie. Cette usine avait pour objectif de transformer effectivement le gaz naturel en un produit liquide que Shell avait appelé GTL, gaz to liquid. Donc cette substance liquide nouvelle, ça s'appelle GTL. Et en 2006, le Shell a réussi avec l'État du Qatar à approuver un grand projet qu'ils ont appelé Pearl, اللؤلؤة, مشروع اللؤلؤة, une grande plateforme, une très grande plateforme industrielle qui a coûté quelque chose comme 20 milliards de dollars. C'est l'un des plus grands investissements du 21e siècle. Et cette usine a pu démarrer en 2011, donc ça fait déjà 9 ans que cette substance GTL-là elle est produite. Il y a beaucoup de références d'huile qui sont fabriquées à partir de cette nouvelle substance. Donc là, l'image qu'on voit en background, c'est l'image du main camp ou bien les locaux provisoires qui servaient à loger les ouvriers et les ingénieurs qui ont pu réaliser ce projet. C'était un projet énorme et il y a travaillé 52 000 travailleurs de plus de 50 nationalités. Donc le GTL, c'est quoi? C'est une série de réactions chimiques qui se déroulent dans des réacteurs tubulaires dans des conditions de pression et de température bien spécifiques. Pourquoi? Le but de ces réactions chimiques en série, c'est de, d'approcher la molécule qu'il est appelée maintenant GTL, qui est dans les conditions normales de température et de pression, il est liquide. Contrairement au gaz, il est liquide. Donc, c'est ça la technologie. L'avantage, c'est quoi? C'est que contrairement au brut, contrairement au pétrole, le pétrole, quand on l'extracte sous la terre, il est souvent contaminé. Il y a des métaux lourds, il y a du soufre, il faut le raffiner. Après le raffiner, l'huile de base, il faut encore la raffiner pour la nettoyer de ses résidus. Le gaz, par nature, il est déjà clean. Il n'y a pas de métaux lourds, il n'y a rien dans le gaz. Donc, quand tu obtiens un fluide liquide à partir du gaz, c'est un fluide qui est 100% pur. D'ailleurs, cette technologie, on l'a appelée pure place. Bon, je passe directement aux normes. Pourquoi? Pour parler un petit peu des grades de viscosité. C'était notre troisième objectif de cette présentation. Donc, pour cela, on va parler essentiellement des moteurs, des lubrifiants moteurs, parce que ce sont les lubrifiants les plus complexes à formuler. La formulation doit être soigneusement équilibrée.
Et le choix des huiles de base et des additifs nécessite une connaissance profonde des composantes de leur interaction dans les conditions réelles d'utilisation. Donc, la première échelle, ou bien la première échelle qui est la norme ISO qui va définir comment on exprime le grade de viscosité, eh ben, c'est une échelle qui est très simple à comprendre. Le tableau devant, il montre clairement comment on fait. Il y a les grades standards ISO, il y a le grade 10, il y a le grade 15, 22, 32. Les grades les plus utilisés sont 68, 150, 220, 320, 460. Donc ça, c'est les grades qu'on va trouver le plus souvent. Mais quand on va dire que cette huile, il est par exemple ESO-VG 68, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que sa viscosité à 40 degrés C, donc déjà, quand on exprime la viscosité dans l'échelle ISO, donc c'est des viscosités à 40 degrés C. Ça, c'est la première chose à retenir. Et la valeur 68, ça veut dire simplement que la vraie valeur de viscosité de cette huile, exprimée en centistox, il est comprise dans un intervalle de plus ou moins 10%. Donc pour 68, c'est entre 61,2 et 74,8. C'est-à-dire que si on mesure cette huile et on trouve qu'il a une valeur de 65 centistox, ben ça veut dire qu'il est ESO-VG 68. Je pense que c'est simple à comprendre. C'est l'échelle la plus simple à lire et c'est l'échelle qu'on utilise le plus souvent pour les huiles hydrauliques, les huiles engrenage, les huiles compresseurs d'air. Maintenant, pour le grade SAE, Society of Automotive Engineering. Donc, le grade SAE, il s'intéresse aux huiles automotives. Ça veut dire les huiles qui vont lubrifier des systèmes qui bougent, qui sont embarqués, comme le moteur. Le moteur, c'est un système qui est lubrifié, mais il lubrifie, il est contenu dans une voiture ou dans un camion, dans un engin TP qui bouge. C'est pas des structures mécaniques fixes. Donc les SAE, ils s'intéressent à identifier, c'est une norme, c'est pas une norme de performance ou de qualité, c'est une norme qui va juste s'intéresser à comment exprimer la valeur de la viscosité d'une huile automotive, que ce soit une huile moteur ou bien une huile de transmission, parce que les boîtes de transmission sont aussi embarquées, ce sont aussi des systèmes mécaniques qui bougent, c'est pas souvent des systèmes fixes. Donc il peut être Le grade SAE il dépend de plusieurs paramètres, notamment la variation de la température. Le grade il s'écrit comme ça, X, Y avec un W au milieu. X, il est relatif à la viscosité à basse température. Et Y, la valeur Y, par contre, renseigne sur la viscosité à haute température. Les nombres élevés désignent des valeurs de viscosité plus élevées. C'est pour cela que, par exemple, le grade 20W50 a une viscosité plus importante que SAE 5W30. Mais SAE, comme on vient de dire, ne renseigne en rien sur la qualité d'huile. Bon, donc c'est comme ça qu'on trouve ce casque, ce grade, c'est comme ça qu'il est exprimé. Donc il y a la valeur 5, il y a le W qui signifie winter, c'est-à-dire que cette valeur-là, devant le 5, c'est une valeur pour les températures basses. Il y a la valeur pour les high températures qui est 40. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il y a aussi, comme pour l'ISO, il y a un tableau qui vient pour expliquer tout ça et définir tout cela. C'est-à-dire que quand on a, par exemple, si on s'intéresse au grade 15W, si on trouve dans une huile qu'il y a cette valeur 15W, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à 60 000 pascal, cette huile elle est pompable à moins 30. C'est-à-dire que cette huile, à des températures très basses, il peut être fluide. Et ça veut dire que il a une viscosité minimale à 100 degrés C qui est égale à 5,6. Donc, dans le grade SAE, on ne parle pas uniquement de la valeur centistox de l'huile, on parle aussi de la pompabilité de l'huile à des températures basses. C'est ça la différence par exemple, majeure par rapport à l'ISO. Et si on voit maintenant la valeur 40, ça ne veut dire pas qu'elle est égale à une viscosité de 40 centistock. Non. 40, le grade 40, il dit que
la viscosité à 100, elle est comprise dans un intervalle donc, de 12,5 à 16,3. Ça veut dire aussi que à 150 degrés C, il doit avoir une viscosité minimale de 3,7. C'est ça le grade 40. Par exemple, pour le grade 30, à 150 degrés C, une valeur minimale de 2,9. Et cette exigence-là, c'est une exigence qui est assez récente. Elle n'existait pas il y a 15 ans, 20 ans. Donc, ce tableau-là, qui est appelé J300, c'est lui qui définit, c'est le repère pour définir ou pour exprimer les valeurs de viscosité. J'espère que c'est clair parce que c'est quelque chose d'important. Par exemple, si on trouve dans un bidon d'huile la valeur 15W40, on ne doit pas dire que cette huile-là, il a une viscosité de 15 ou là, il a une viscosité de 40. Non, il faut se référer au tableau et venir voir exactement ce que ça veut dire. À chaque température, il y a une valeur bien définie. Il y a des grades 60W, 80W, 140, 90. Ces grades-là, elles concernent les huiles de transmission. Euh, J'ai mis ce tableau-là juste pour vous éclaircir par rapport à quelque chose qu'on entend. On parle pas dernièrement, mais actuellement, tous les huiles sont pratiquement des huiles multigrades. Qu'est-ce que ça veut dire multigrade? Comme on a vu dans le tableau, il y a le grade 1540, il y a le 15W, 5W et il y a le grade 40. C'est-à-dire quand on dit une huile qui est 15W40, si on revient au tableau, ça veut dire qu'il a cette valeur-là et il a aussi cette valeur-là. Cela veut dire qu'il a 2 grades. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, cette courbe, la courbe en bas, il montre la variation de la viscosité d'une huile de grade 15W. Et la courbe d'en haut, il exprime la variation de la viscosité par rapport à la température d'une huile 40. Donc là, c'est 2 grades différents. L'huile 15W40, ça veut dire quoi? C'est une huile multigrade. Il a le grade 15, il a le grade 40. Il a 2 grades. Ça veut dire que dans, aux environs des températures basses, cette huile, il se comporte comme une huile 15W40. Et aux environs des températures hautes, à savoir 100 jusqu'à 150, cette huile 15W40, il se comporte comme une huile de grade 40. Et c'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est une technologie qui a été découverte il y a pas mal de temps, qui a permis que, parce que dans le temps, il y avait des huiles pour l'hiver et des huiles pour l'été. Depuis qu'on a pu formuler des huiles multigrades, on n'a plus ce problème-là. On peut avoir des huiles tout au long de l'année. Ce tableau-là, juste pour vous faire une comparaison, pour vous donner une idée sur les grades, sur les différentes échelles. On a parlé aujourd'hui de l'échelle ISO, qui est là en vert. On a aussi parlé de l'échelle SAE en bleu. Il y a d'autres échelles AGMA, mais qui n'est pas très utilisée. Elle est plus utilisée aux États-Unis. Mais juste pour vous donner une idée, quand on parle par exemple le grade ISO 220, ben, c'est à peu près le grade SAE 50. Et quand on parle de 10W, c'est à peu près le grade se situe entre le grade 32, ISO 32 et le grade ISO 46. Donc, c'est tout pour ce qui concerne comment on exprime la viscosité. Bon, rapidement, je parle un petit peu sur les spécifications et les normes. Ben, les normes ici, c'est des normes de performance ou bien de qualité. Il y a eu surtout deux échelles qu'on suit, l'API, l'American Petroleum Institute, et il y a la CEA, l'Association des constructeurs d'automobiles européens. Cette organisation, elle édite des normes qui sont, à mon avis, personnelles, plus adaptées à notre marché ou bien à notre utilisation ici au Maroc, parce qu'on est beaucoup plus lié aux industriels, aux constructeurs européens que américains. C'est des normes qui viennent pour un petit peu classer les performances ou bien les qualités des huiles. Euh,
La norme API, il est simple à comprendre. Il fait la différence entre deux. On parle ici uniquement, je vous rappelle, on parle ici des normes pour les huiles moteurs. Il vient pour différencier entre les moteurs diesel et les moteurs à essence. Le C, il concerne les moteurs diesel. Le S, les moteurs à essence. S, ça veut dire spark, ça veut dire ignition ou bien étincelle, comme ce qui se passe dans le moteur essence. Et le C, compression. Donc, le système d'allumage du diesel, il n'y a pas d'allumage, il est plus une compression, ce qui va par la suite donner naissance à une explosion. Et quand on trouve toujours donc API C, J ou bien CI ou bien CH, une lettre de l'alphabet, et à chaque fois que cette lettre elle est bien loin dans le tableau d'alphabet, la performance elle augmente. Par exemple, une API CF, si on la compare avec une API CI, une API CI est beaucoup plus récente et par conséquent beaucoup plus performante. Le 4, ça veut dire des moteurs 4 temps. Donc c'est pour cela qu'il y a le 4. Cette norme, elle a commencé en 1928 quand même. Ici, un schéma en araignée juste pour montrer comment l'API ou l'American Petroleum Institute, comment cette organisation, il arrive à avoir ces échelles de classification. Ben, il développe des tests standards chez elle pour déterminer l'impact de l'huile pour l'usure de la chemise ou bien de la segmentation du moteur, et des tests pour déterminer la quantité de dépôt causée par la lubrification dans ce moteur, à quel point cette huile il s'oxyde. Donc, c'est souvent des tests destructifs et on note les performances de chaque huile. Et si ces performances-là, ils sont par exemple dans la zone bleue, on dit que c'est une huile qui est CI4. Mais si ces performances ils sont moins, ils sont plus dans la zone jaune ou bien orange, on dit que c'est une huile qui est CG ou CF4. Donc, c'est comme ça que ça se fait réellement. Et la nouveauté, c'est qu'il y a la PSI-J4 qui est apparue, je crois, en 2015-2016. Et actuellement, on parle déjà en 2017 ou 2018, il y a l'API CA4. Et en 2019, on parle de l'API FA4. Donc, c'est une norme qui s'intéresse surtout de la stabilité de l'huile à l'oxydation et surtout de l'économie de carburant, l'économie d'énergie. La COA, comment elle est exprimée? Il y a des lettres, il y a le E, le A, le B et le C. Le E, il concerne le poids lourd. Quand on voit ACOAE, ça veut dire que c'est une huile destinée pour le poids lourd. Il y a un chiffre après qui va signifier la performance, qui va nous renseigner sur la performance. Et la COA concerne les moteurs pour voitures à essence et le B pour les voitures diesel. À chaque fois, on a des lettres devant le A ou devant le B. Par exemple, quand on voit A5, B5, c'est des huiles destinées à des moteurs pour voitures, essence ou bien diesel, qui vont permettre des performances de fuel economy, d'économie d'énergie. High, high shear, high temperature, high shear. Donc, à chaque fois qu'on progresse, c'est-à-dire A4, certainement, c'est mieux que A2. Donc, à chaque fois qu'on progresse dans la lettre, on progresse aussi dans la performance. C'est comme ça qu'on arrive à classifier la qualité ou la performance des huiles. Il y a des spécifications aussi qui sont éditées ou bien exigées par les constructeurs, par marque, c'est-à-dire que Ford, il a ses spécifications, Peugeot, il a ses spécifications, Daimler, ils ont le Volkswagen, Renault, tout ça. Et ces spécifications, ils rejoignent en majorité les spécifications ACOA. Donc, ils sont exprimés ou bien ils ont des équivalents en ACOA. L'autre ACOA, ça veut dire le C, la lettre C, on n'a pas parlé de la lettre C. Le C, il te donne une indication sur cette huile, est-ce qu'il est adapté avec les systèmes de dépollution ou non. C'est ça le rôle de la lettre C.
c'est-à-dire quand tu as un véhicule équipé de filtres à particules ou n'importe quel système de dépollution, tu as plus intérêt à utiliser une huile ACEA C2 ou bien C3 ou bien C4. Parce que tu as le système de dépollution embarqué, tu dois avoir l'huile qui est adaptée avec ce système-là. Et ces limitations, elles deviennent en vigueur depuis 2016, c'est-à-dire que au Maroc, depuis plutôt juillet 2015, le Maroc a édité un décret imposant aux importateurs de véhicules que tous les véhicules doivent être minimum Euro 4. Ça veut dire que ces véhicules euh, disposent d'un, disposent certainement d'un système de dépollution. C'est Mokhtar, je pense que pour une première séance, c'est bon. Je Allah عليك سي ne sais Kamel. pas s'il y a des questions. Il y aura certainement des questions, si Kamel. Là, avant toute chose, il y a un chiffre qui interpelle. On a bien vu que pour monter une usine à Qatar, il a fallu 20 milliards de dollars. Est-ce que c'est un ordre de grandeur qui est raisonnable dans le monde de production des lubrifiants? Ben, 20 milliards de dollars, c'était pour le complexe en entier. Effectivement, ce complexe, en fait, il permet de fabriquer le GTL, le gaz de liquide. Il faut juste savoir que le gaz de liquide n'est pas destiné uniquement pour les lubrifiants. C'est que le GTL, il peut être destiné comme carburant tout court. Le GTL, on fabrique à partir du GTL des plastiques de haute performance. Donc, il y a des carburants raffinés pour des systèmes aériens de haute technologie. Donc, le GTL, c'est une matière première pour beaucoup de choses qui servent plusieurs types d'industries, mais en particulier, notamment aussi, il peut être utilisé comme matière de base pour la lubrification. D'accord, c'est très clair. Mais toujours est-il que normalement, le coût pour développer un nouveau lubrifiant reste toujours très exorbitant, à mon avis. Bon, une seule référence, un seul lubrifiant, le coût, bon, le coût, on peut pas, c'est difficile de l'estimer, ça dépend de chaque référence, mais si on parle, par exemple, je vous donne un coût, je connais très très bien. Si on veut certifier ou dire que notre huile, il est API CI4 pour donner une norme à une huile, euh, l'API, va te facturer quelque chose comme 400 000 dollars. Donc ça, Juste 400 000 dollars juste pour certification. pour une seule certification de l'API. Donc, certainement pour éditer ou formuler un lubrifiant et avoir tous les approvals et les homologations constructeurs et les homologations du système de normalisation, c'est un coût qui est très, très important. Donc, merci beaucoup. On a vu un petit peu le rôle de la lubrification pour tout un système mécanique, que ce soit dans l'automobile ou dans le poids lourd et aussi dans l'industrie. Est-ce que l'expérience qu'on a, on peut dire que normalement, à travers une analyse des huiles, on peut détecter des défaillances d'un système mécanique? Est-ce qu'on peut prévenir des pannes qui peuvent venir? Est-ce qu'on peut introduire les analyses des huiles, par exemple, dans une maintenance prédictive ou un plan de maintenance prédictive, par exemple? Eh bien, effectivement, l'analyse d'huile, c'est l'outil de choix pour ce qu'on appelle la maintenance conditionnelle. Donc, la maintenance conditionnelle, c'est un cas particulier dans la maintenance préventive. C'est-à-dire que quand on a un système de monitoring par analyse d'huile qui est bien rodé, qu'on procède à des prélèvements d'échantillons qu'on analyse d'une manière périodique tout au long de l'année, on peut avoir une base de données très complète pour nous donner une idée sur l'évolution ou bien la santé des organes lubrifiés de ces systèmes mécaniques et ça peut nous éclairer certainement sur l'âge, la durée de vie, quand est-ce qu'il y aura la défaillance, s'il y a une défaillance qui est en train de se propager. Donc, c'est un outil excellent pour la maintenance conditionnelle et que actuellement beaucoup d'industriels utilisent
utilisent généralement pour leurs équipements stratégiques. Merci. Donc maintenant, aujourd'hui, ce qu'on constate dans le marché marocain et aussi dans le marché international, il y a une effervescence des marques et des références du lubrifiant. Donc, moi, utilisateur simple, que je ne m'y connais pas dans le domaine des lubrifiants, comment je peux avoir des repères et des références qui vont me permettre un petit peu de dire que cette huile est beaucoup plus performante que l'autre, ou cette huile convient mieux à mon utilisation que l'autre huile, par exemple. Ben déjà dans cette présentation, on a eu un aperçu sur les normes de performance, à savoir la COA ou l'API. Donc, déjà en lisant, de comparant les performances ACOA ou API, je vais pouvoir déjà différencier en termes de qualité. Malheureusement aussi, il y a un point qu'il faut souligner au Maroc, il n'y a pas d'exigence légale ou législative par rapport aux importateurs ou bien aux fabricants de lubrifiants. C'est-à-dire, si je trouve un bidon d'huile où il est écrit API CI4, ben, il n'y a personne qui va me dire donne-moi le certificat API qui prouve que votre huile il est réellement CI4. C'est quelque chose que l'État marocain, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, n'exige pas des importateurs. Donc, on peut se retrouver avec des marques qui écrivent ce qu'ils veulent sans aucun contrôle ni rien du tout. Mais on peut se fier toujours moi je dirais qu'on peut toujours se fier aux marques connues, aux marques internationales qui n'oseront pas écrire quelque chose qui n'est pas prouvé parce qu'ils ont une sensibilité à protéger leur image et l'image de leur brand. D'accord. Donc, j'ai une question que je viens de recevoir. C'est une question très spécifique qui concerne certainement un domaine d'activité particulier. Pas forcément qu'on peut répondre, qu'on doit répondre immédiatement. On peut, si on a la réponse, on peut répondre. Sinon, on peut répondre après par message. Donc, la question est la suivante. Comment faire pour garder l'huile propre dans les systèmes mécaniques utilisés dans les chantiers miniers? Je parle des gratteurs utilisés dans le domaine des fertilisants. Ben déjà, pour garder l'huile propre, en fait, quand on lubrifie un système mécanique, notre objectif, c'est pas de garder l'huile propre, mais c'est plutôt de garder le système lubrifié propre. Donc, si l'huile peut nous aider à nettoyer le système, c'est très bien. Si l'huile se salit ou bien si l'huile se dégrade, ça veut dire que l'huile est en train de faire son rôle. S'il est en train d'être contaminé, c'est bien, ça nous donne une idée sur peut-être quelque chose, il y a des fuites quelque part dans ce système. Donc, il ne faut pas chercher à ce que l'huile soit propre, non. Il faut chercher à ce que l'huile lubrifie. Il doit se salir parce qu'il est en train de nettoyer le système. Mais si jamais on a une contamination bien spécifique d'un agent bien spécifique, il faut chercher la source et essayer d'y remédier. Mais il ne faut pas se focaliser sur rendre l'huile propre, il faut dire pourquoi elle est en train d'être contaminée, d'où vient la source. Parce que c'est là la maintenance conditionnelle, c'est là. Donc, moi, mon huile, il n'est pas là pour être propre, il est là pour lubrifier et se salir et nettoyer ce système. Mais si jamais j'ai des contaminants excessifs qui sont bien spécifiques, je dois chercher la source et des remédier. Ouais, tout à fait d'accord, c'est Kamel, parce qu'en fait, le lubrifiant, il doit contribuer à nettoyer le système mécanique qui est lubrifié. Et donc, c'est normal que les saletés qui se trouvaient sur le système mécanique, on peut les retrouver sur l'huile. Ça aussi, c'est un indicateur que l'huile fait sa fonction de détergent et dispersant. Et Exactement. ça, c'est une remarque qui remonte chaque fois qu'il y a des gens qui changent de marque d'huile. Et il y a une remarque qui remonte parfois en disant que d'habitude, mon huile était tout le temps propre. Et dès que j'ai mis cette nouvelle huile, je constate qu'elle est toute noire. Parfois, il y a des huiles qui n'ont pas le pouvoir détergent et dispersant. Et donc, lorsqu'on met une huile, la première fois qu'il y a ce pouvoir, c'est normal qu'elle va récupérer toutes les saletés qui ont été un petit peu entassées sur le système mécanique. Donc, Exactement. Exactement. j'ai encore une question. Alors, là, la question dit le rôle de la manipulation ou l'entreposage inadéquat dans la contamination. Quel est le rôle de la manipulation ou l'entreposage inadéquat dans la contamination d'huile?
Je ne sais pas Euh, si c'est lié au stockage des huiles et lorsqu'on mélange un euh, peu les grades oui, oui, oui. En fait, effectivement, l'huile, c'est quelque chose de précieux qu'il faut manipuler soigneusement. D'abord, il faut stocker soigneusement dans des conditions de stockage les plus optimales possibles, c'est-à-dire qu'on doit les stocker dans des lieux couverts, ils doivent être à l'abri d'un soleil excessif ou bien de la pluie ou bien de l'eau, parce que le fût, par exemple, de lubrifiant, c'est quelque chose qui peut respirer. Si la journée est soumise à une chaleur très importante, il va, le métal il va s'étaler et la nuit, la température tombe. Donc, le métal il va se rétracter. Donc, on a une dépression qui va faire en sorte qu'il y a de l'air de l'extérieur qui va pénétrer dans le fût. Donc, on doit éviter cela, essayer de stocker nos huiles à l'ombre, les manipuler, c'est-à-dire quand on veut des ajouts ou bien des top-up, il faut faire en sorte qu'on ne salit pas l'huile. Un fût de l'huile, il suffit d'une cuillère à café de poussière pour salir tout un fût. Donc, si on ne fait pas attention quand on fait la manutention, quand on fait le changement d'huile, on le fait d'une manière grossière, le chantier, avec des jerrycans déjà sales, ben, soyez sûr et certain qu'on aura de gros problèmes dans les organes lubrifiés dans le moyen terme, même pas le long terme. Parce que les organes lubrifiés, c'est des organes de plus en plus sensibles. C'est des jeux fonctionnels mécaniques à l'ordre du micromètre, 4-5 micros. Donc des graines de saleté toutes petites qu'on n'arrive même pas à voir avec l'œil humain peuvent causer à moyen terme des défaillances qu'on n'avait pas l'intention de faire. Donc, manipuler les lubrifiants, c'est quelque chose qu'il faut vraiment le faire soigneusement et en étant nous-mêmes propres. Le technicien doit être propre, il doit utiliser des jerrycans, des outils très propres, parce que c'est quelque chose de fondamental. donc là, si on comprend bien, le lubrifiant peut avoir un rôle déterminant en termes de maintenance et surtout de réduction de coûts d'utilisation et de maintenance des équipements, si j'ai bien compris. Et bien sûr, parce que si on lubrifie pas bien, ben, il y a des benchmarks mécaniques. Je vous donne juste des chiffres qui sont assez significatifs. Il y a des benchmarks mécaniques qui ont essayé d'estimer ou d'étudier la durée de vie des organes. Je parle des organes, pas du système mécanique en entier, mais des organes du système mécanique. Ils ont trouvé que la durée de vie des organes, elle est impactée à 70% de deux paramètres. 70%, c'est un chiffre qui est énorme. Les démarrages et la lubrification. Et pourquoi on a lié ces deux paramètres? On n'a pas pu les séparer parce que les démarrages sont nocifs pour le système quand le système n'est pas bien lubrifié. Donc, si on a un système qui n'est pas bien lubrifié, les démarrages vont être durs, ils vont être stressants pour les organes et ils vont réduire leur durée de vie de 70%. Donc, si on arrive à maîtriser ces deux paramètres, si on arrive à maîtriser notre fonction lubrifiant, soyez sûr qu'on va automatiquement réduire ou bien augmenter la durée de vie des organes à l'ordre de 70%. C'est quelque chose qui est énorme. C'est pas un facteur qui va améliorer ou bien qui va impacter, c'est un facteur vital, je dis bien vital pour la durée de vie d'un équipement. Merci, c'est Kamal. J'ai l'impression qu'on a dépassé légèrement le temps alloué pour cette première conférence. Merci beaucoup. Vous nous avez appris énormément de choses et j'espère que nous aurons l'occasion de vous recevoir encore une fois pour une séance où on aura à débattre, ou à développer davantage ces aspects liés à la lubrification, mais aussi à la maintenance et aussi un aspect dont on a parlé légèrement, c'est les analyses des huiles et le rôle qu'ils peuvent jouer pour un petit peu nous aider à planifier notre maintenance. Je comprends parfaitement qu'il y aura des élèves ingénieurs qui ont des PFE qui ont attrait à ces aspects de maintenance et aussi de lubrification. Donc, je vais demander, مرحبا. s'ils ont des questions relatives à la lubrification, de les poser et comme ça, je peux vous les transmettre. Dans la mesure des possibles.
Autrement, si vous avez un dernier conseil ou une dernière recommandation à passer à nos élèves ingénieurs, surtout pour les gens qui vont rejoindre le marché de l'emploi cette année, pour les aider un petit peu, pour booster leur motivation, si un conseil d'un ancien ingénieur à si jeune, quel serait ce conseil? Ben, si j'ai un conseil aux jeunes lauréats à la fin de l'année qui est difficile, ben, c'est que il faut se dire que on est quand même des jeunes lauréats. On vient d'attaquer un domaine qui est le domaine de l'emploi, un domaine qui nous est inconnu. On a certainement effectué des stages, mais c'est différent. Quand on est responsable, c'est très différent. Donc, il faut se donner le temps d'essayer tout, d'être très tolérant en termes très, très tolérant et se donner quelque chose comme 4 5 ans de pouvoir travailler là, à gauche et à droite et de tout essayer avant de se décider sur notre carrière. Donc, donnez-vous le temps, essayez d'être, ne soyez pas très exigeant par rapport à vous-même. Laissez-vous le temps et le choix large pour pour accrocher n'importe quelle opportunité qui s'ouvre à vous. C'est Kamal, merci beaucoup. Merci, Euh, c'est Mokhtar. Nous avons appris énormément de choses avec toi Fad, l'après-midi. Donc, merci beaucoup et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir incessamment pour un autre webinaire. Inch'Allah. Inch'Allah. Marhaba, Merci. marhaba. Y a pas de quoi. Merci à vous. Merci, c'est Mokhtar.